Bonjour et bienvenue sur cet épisode en harmonie de Maison Conquête. Dans ce podcast, je viens explorer avec mes invités la notion d'habiter. Habiter notre corps, nos lieux et le monde. Oui, rien que ça. Je suis Gaëlle Dumora pour vous servir et je vous accompagne dans vos changements intérieurs grâce à vos lieux. Si vous voulez en savoir plus concernant mes accompagnements, eh bien c'est très simple. Rejoignez-moi dans mon chez-moi digital www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram @maisonconquête. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Meredith Frichet, fondatrice de Mahana Initiative. Meredith est architecte d'intérieur et nomade. Surprenant, non ? Elle est spécialiste du micro-habitat. Et le micro-habitat, ce sont des vannes, des tiny houses, des cabanes. Avec son J7 vert prénommé Mahana, elle sillonne les routes de France pour rencontrer des acteurs forts de l'habitat écologique et sain. Avec Meredith, nous parlerons de son parcours, de sa manière de voir l'habitat aujourd'hui, de son art de vivre et de travailler en van et d'écologie intérieure. J'ai adoré cet échange avec Meredith, et pas uniquement parce qu'elle m'a permis de réaliser un rêve, enregistré dans un van. Donc, je vais vous annoncer officiellement qu'un jour, il y aura un van Maison Conquête, et qu'il me permettra de sillonner à mon tour la France pour rencontrer mes invités. Le rêve. Si cet épisode vous a plu, un partage ou une note 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées donne de la visibilité à ce podcast entièrement auto-édité. Et si vous souhaitez recevoir mes recommandations et inspirations autour de la maison, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter sur mon site www.maisonconquête.fr. Merci à vous et belle écoute. Bonjour Meredith. Bonjour Gaëlle. Alors aujourd'hui est un épisode un peu particulier puisque je réalise un fantasme. Mon fantasme était parce que je ne vais pas en parler au passé parce que maintenant ça devient un rêve ce fantasme. C'était d'avoir un camion, un van studio pour enregistrer le podcast et que quelque part tu m'offres cette opportunité aujourd'hui puisque nous sommes dans ton camion tout vert. Tout à fait. Qui s'appelle Mahana. Exactement. Et qui vient ancrer quelque part dans la réalité et sur le terrain ton projet professionnel. Et donc dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes et que tu nous dises ce que tu fais aujourd'hui dans ce camion vert. Alors, écoute, moi je suis Meredith, jeune femme de 29 ans, architecte d'intérieur nomade, clairement réinventé mon métier, et je vis dans mon van qui est Mahana. Tu vis à plein temps, je veux dire c'est pas... Non, c'est pas pour cet été quoi. Oui, exactement. J'ai commencé mon périple et mon aventure au mois d'avril 2022 et c'est un projet qui date quand même de 2-3 ans à réflexion, mais je vis à temps complet depuis avril. Très bien. Donc avant tu étais où ? Et quel était ton mode de vie ? Alors avant j'étais architecte d'intérieur à Paris. J'avais mon appartement, j'avais mon rythme de vie... un peu le même, je pense, que tous ceux qui ont un boulot à Paris. Et j'ai tout simplement eu l'envie de vivre autre chose, et tout en conservant mon métier, mais en le transformant un petit peu. Et ça s'est fait au final au fur et à mesure. Ça n'a pas été la première volonté. La première volonté, c'était vraiment de changer d'air et de sortir de Paris. Et au final, tout s'est un petit peu goupillé, tout s'est un petit peu transformé. Et puis je vais t'expliquer un petit peu plus en détail après. Mais c'est vrai que ça a été un changement de mode de vie. C'est ce qui a vraiment motivé en fait ce projet. Exactement. C'est-à-dire ce rythme qui était quotidien. Métro, boulot, dodo. Exactement. Du 9h-20h où tu enchaînes, ou le soir tu vas au restaurant, tu vas au théâtre et t'as pas envie au final d'être chez toi ou entre guillemets tu le vis différemment.
Et bien là, tout simplement, j'avais juste besoin d'une pause et de mettre pause et de me dire comment je peux vivre autrement ma journée, comment je peux vraiment la vivre différemment. Et du coup, ça c'est tout simplement, c'est acté par la vie nomade. D'accord. Et sachant que tu voulais conserver ton métier, puisque pour toi c'est un métier passion, si je ne me trompe pas. Tout à fait un métier passion. J'ai 29 ans, ça fait 14 ans que je veux faire ce métier, donc c'est un métier passion. L'habitat, c'était vraiment une volonté de travailler dedans. La manière dont ça allait être fait, je pensais pas que ça évoluerait autant, mais en tout cas, c'était l'architecture d'intérieur, l'habitat, sous toutes ses versions, et c'était sûr et certain. Ok. Donc je voulais conserver ça. À Paris, tu travaillais sur quel type de projet ? À Paris, je travaillais énormément avec des particuliers sur des rénovations d'appartements ou des extensions en Ile-de-France sur les parties maisons. Et c'était vraiment des projets, c'était de la rénovation pour particuliers, principalement. D'accord. Aujourd'hui, ta vie a un peu changé. Oui. Et ton projet professionnel avec ? Tout à fait. Même si on est toujours sur le même type de métier. Oui. Donc raconte-nous comment ce projet est arrivé et c'est quoi ton art de vivre aujourd'hui ? Alors, ce projet il est arrivé donc, avec cette volonté de vivre différemment et de penser mes journées différemment. Mais il est arrivé aussi grâce à un ami, parce que ce van je l'ai trouvé au fond d'un garage, tout simplement. C'est l'histoire de ce van. Et ça fait un peu typologie de ces histoires. Il était une fois, mais c'est un peu ça. Et je me suis dit, storytelling. C'est le storytelling. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose. Je veux cette seconde vie pour ce van et je veux pour moi, du coup, au final, peut-être une seconde vie. Et j'ai réfléchi à un projet qui serait ancré avec mon métier et en même temps avec ce côté voyage et découverte. Et Mahana s'est créé comme ça. Mahana, ça a vraiment été un projet qui a été, comme je le dis, caméléon. C'est-à-dire que j'avais cette première intention de partir sur les routes, puis ensuite s'est ajouté le côté habitat, que je voulais absolument conserver. Sous quel format, j'allais le découvrir au fur et à mesure. Et en final, c'est devenu un mélange de ma vie personnelle et professionnelle hyper fort. Hyper fort. J'arrive aujourd'hui à me dire, je vis en tant que nomade. J'arrive à être sur les routes pour rencontrer des personnes sur les initiatives, et ça, je t'en parlerai. Et j'arrive à vivre de mon métier, et mon métier, j'ai réussi à le transformer. Sacré challenge. Ben c'est ça, parce que archi, par définition, ça appelle la sédentarité. Exactement. A priori. Mais oui, et c'est la première question qu'on me pose quand on me rencontre. Mais tu es architecte d'intérieur, nomade, d'accord, mais comment tu fonctionnes ? Parce que quelles sont tes prestations ? Comment tu travailles ? Tu n'es pas censé normalement être à un bureau, suivre tes chantiers, travailler dans la même ville, etc. Et c'est vrai que ça laisse un peu perplexe au début. Alors j'explique comment je fonctionne après et comment du coup j'ai transformé mon métier. Mais c'est vrai que la première approche pour les gens c'est un peu particulier. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est très surprenant. C'est extrêmement surprenant. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu t'avoir au micro. Puisque concrètement, effectivement, c'est clairement atypique. Et qu'au-delà de ça, au-delà de ton métier et de ta façon de travailler de façon nomade, tu as un projet aussi d'écologie, d'habitat écologique et de rencontre aussi de personnes qui sont acteurs dans les matériaux écologiques, recyclés, ce genre de choses. Exactement. Donc cette part de ton métier, quelque part, aujourd'hui, comment ça se passe, qui c'est que tu rencontres comment tu as aussi, ce sera peut-être aussi le moment de nous parler tu as fait un road trip, on va l'appeler comme ça. Et comment tu as fait ton chemin, comment tu as réussi à sélectionner les personnes que tu as voulu rencontrer, etc. Donc en fait, donc j'ai pris les routes en avril 2022. On va dire de novembre 2021 à avril 2022, ça a vraiment été le moment où j'ai préparé mon voyage. C'était un voyage, j'avais pas forcément dans l'idée préconçue d'avoir énormément d'initiatives, mais je m'étais dit pourquoi pas. L'idée c'était, je pars en France, je vais rencontrer les fondateurs, les créateurs de projets innovants ou de l'artisanat français dans l'habitat léger, le micro-habitat, les matériaux, soit néo-matériaux, soit matériaux avec des facultés intéressantes au niveau de mon métier.
Et tout ça, en fait, j'ai commencé à créer une Google Maps, tu vois, avec chaque point d'implantation, etc. Et je me suis dit, d'accord, je vais avoir des points où je vais m'arrêter à chaque fois. Et donc, je prenais contact, soit par Instagram, soit par mail, soit par téléphone, avec cette approche de, écoutez, moi, je vais me déplacer jusqu'à vous, je vais vous rencontrer, parce que vous m'intéressez et votre projet, votre démarche m'intéresse. Je vais clairement créer, j'ai envie d'apprendre de vous, et donc je viens jusqu'à vous. Et alors, cette démarche, j'avoue que au début j'avais un peu peur de la faire parce que c'était une envie de mon côté, mais est-ce que j'allais bien être reçue? Est-ce que les gens allaient vraiment accueillir ce projet avec autant d'engouement que moi? Est-ce que cette approche d'une jeune femme qui arrive avec son van vert pétillant peut-être, oui, mais qu'on voit de loin, qu'on voit de loin, est-ce que vraiment cette approche elle allait être bien accueillie? Et en fait, ça a été, dès le début, ça a été hyper fort, que ça soit pour moi, pour eux, et au final pour ce réseau autour de l'habitat sain et durable, parce que tout simplement, j'allais à leur rencontre, j'arrivais chez eux, et mon seul point d'intérêt était de les rencontrer. Mais vraiment, il n'y avait aucun échange, c'était vraiment un côté échange humain, et qui est pour moi l'un des plus importants. Et ce côté, je vous partage, moi, ce que je connais un petit peu, mais partagez-moi ce que vous connaissez aussi. Et en fait, je vais réussir à créer une petite symbiose. Ouais, une synergie. Ouais. Une synergie, exactement. Tu as trouvé le bon mot. J'ai une tendance à changer les mots, ça aussi. C'est pas grave. Et en fait, je suis partie donc de Paris. J'ai continué à descendre. Je suis allée revoir une initiative que j'avais fait un petit peu en novembre 2021. Au début où j'avais tout. Donc ça, c'était la première sortie du van. Tout à fait. Le premier test. Qui s'est passé. Oui, qui s'est vite arrêté. Qui s'est très vite arrêté. Et du coup, en avril 2022. Alors, ce qu'on a dit quand même en off tout à l'heure, pour quand même aussi faire le lien avec ça, c'est que quand même, tu as été très résiliente par rapport à ta première expérience. Et tu es remontée à cheval quand même. Exactement. Donc c'est top. Tu aurais pu t'arrêter sur cet échec. Bon, après, tu avais engagé de l'argent, de l'énergie, etc. Donc, bien sûr, on baisse pas les bras aussi facilement. Enfin, en tous les cas, toi. Mais c'est vrai que c'est génial d'être partie, quoi, en fait, concrètement. Exactement. Donc voilà, je suis partie concrètement en avril 2022, mais j'avais fait mon premier test en novembre 2021, et qui n'était pas concluant. Typiquement, la manière de vivre mon projet, je l'aimais pas, je n'aimais pas le rythme que j'avais pris, parce que il faisait déjà très froid en France, il fait nuit tôt, les gens sont chez eux, il y avait pas ce côté échange. Il n'y avait pas ce côté échange que je recherchais. Je me suis dit, très bien, ne cours pas après un projet qui ne se fera pas comme tu le souhaites. Arrête-toi et reprends quand vraiment, pour toi, tu trouveras qu'il y a un intérêt à repartir, et que ça sera vraiment dans la manière dont tu souhaites réaliser ton projet. Et du coup, voilà, novembre 2021, c'est pas grave, on remonte, on recommence. Et avril 2022, je suis partie. Et les mois se sont enchaînés, les rencontres se sont enchaînées, les initiatives se sont enchaînées. Et là où j'avais par contre pas... tu vois, c'est le moment, Gaëlle, où tu n'avais pas forcément pensé à toutes les facultés de ton projet. C'est que je ne pensais pas pouvoir créer des connexions entre les projets et les initiatives que j'allais rencontrer. Je pensais que j'allais pouvoir créer un réseau, ça c'est sûr. Mais par contre, créer des connexions, j'avais vraiment pas cette Tu veux approche. dire des artisans, des concepteurs de projets que tu as mis en relation, c'est ça? Exactement. D'accord. Typiquement, quelqu'un qui va travailler sur un habitat léger et au final qui a besoin d'une référence pour un revêtement. Et en fait, moi j'ai rencontré quelqu'un qui peut travailler avec toi, et c'est pas si loin, c'est pas si éloigné, et en fin de compte, je pense qu'il y a quelque chose à faire entre vous deux. Et du coup, c'est des mises en contact. Et ça, je pensais pas que ça se ferait. Et en fait, si, c'est bienvenu. C'est bienvenu parce que pour eux, tu leur fais, tu les fais découvrir une nouvelle approche. C'est-à-dire que moi, je vais à leur rencontre, je fais tout le circuit, et j'arrive et je peux vous aider à créer un... Mais quelque part, c'est un gain de temps et d'argent aussi. Bien sûr. Quand tu leur sers sur le plateau, la personne qui leur correspond sur le projet X ou Y, quoi. Exactement. Donc voilà, ça s'est profilé comme ça, et au fur et à mesure, j'ai épinglé ma petite carte. Dont j'ai fait la photo. Avec le petit van aussi dessiné. Et concrètement, quand tu vas visiter donc, un artisan... un concepteur de matériaux recyclés, engagés, etc. Donc, tu le contactes, mais tu passes combien de temps avec lui? Qu'est-ce que tu découvres? Sa manière de travailler? Comment ça se passe? Alors, déjà, donc, dans la prise de contact, souvent, c'est...
je leur demande quand même un petit créneau de au moins 1 heure, 2 heures, voire 3 heures, qui sont souvent très contents de partager avec moi. Enfin voilà, c'est vraiment de l'échange pur. C'est arrivé que je reste des fois 2 jours avec la personne. C'était pas prévu. Là, c'était pas prévu. D'accord. C'était pas forcément prévu, c'est juste que cette personne avait tellement de choses à me partager, à me transmettre et à me transmettre, qu'en fait on est resté 2 jours ensemble. Mmh. Et quand je les rencontre, j'ai vraiment besoin de voir la totalité du projet. C'est-à-dire que j'ai besoin autant de l'initiative, pourquoi cette initiative-là, pourquoi vous avez décidé de travailler ce matériau-là, pourquoi voilà, mais aussi la personne en elle-même. C'est-à-dire que, enfin tu vois, je repense à plein de personnes un peu différentes que j'ai pu rencontrer, et ils ont toujours une histoire, une passion qui est cachée derrière ce projet. Et je sais pas si ça... Peut-être que c'est le côté aussi valeur humaine, valeur environnementale qui se rejoint, mais en tout cas... À chaque fois, les personnes avaient une histoire à me raconter et ça prenait des fois le pas, au final, sur le projet en lui-même d'initiative. Mais ils avaient aussi tellement de choses à dire que tu prends. Enfin, moi, j'adore. Oui. C'est un cadeau, quoi. Ouais, exactement. Mmh. D'accord. Au tout début, donc tu avais sélectionné sur ta Google Maps pour pas le citer, tous les personnes que tu pouvais rencontrer. Mais est-ce que tu as fait des rencontres de façon impromptue au fur et à mesure de ton périple? Tout à fait. Tu sais, quand tu arrives dans une ville, Mana est repérable. Je tiens à le citer. Je ne vois pas pourquoi. Et Mana gardera cette couleur, je pense définitivement. Et en fait, tu peux des fois... Enfin, moi, je me suis arrêtée à une station essence. La personne discute avec moi parce que c'est un vieux van, parce que je suis une jeune femme. Ah mais il a un bon capital sympathie. Il a un bon capital sympathie. Et du coup, je discute avec cette personne et elle me dit mais tu sais, tu devrais aller rencontrer telle personne, tu devrais avoir telle initiative. Moi, je connais... Enfin, voilà, c'était un menuisier. Je connais ce menuisier-là, tu peux y aller, il va être hyper ouvert là-dessus, etc. Ah bah génial, en fait. Enfin, si les rencontres peuvent se faire comme ça, c'est encore mieux. Oui. Parce que c'est même plus de la recherche internet, ça veut dire que c'est carrément de la recherche sur terrain. De la recommandation même. Exactement, exactement. Et ça m'est arrivé que 2 fois, mais je trouve ça déjà génial. Et puis qu'il y ait cette approche en fait de partage, encore une fois. Mais quelque part aussi, ça veut dire que les personnes à qui tu en parles de ton projet, de ton activité, même on va plus l'appeler projet, comprennent, écoutent et comprennent. Tout à fait. Parce que si on te recommande telle ou telle personne qui rentre en résonance, c'est en ça que c'est top aussi, quoi, clairement. Exactement, c'est qu'on a compris ma démarche qui était tout simplement de faire fructifier mon métier, mais ma manière de travailler, et que cette manière de travailler-là, pour que je me perfectionne et pour que je comprenne mes clients et ma cible clientèle, en fait tout simplement j'ai besoin de retravailler mon métier. Et en retravaillant mon métier, c'est forcément en passant directement avec les personnes avec qui je vais travailler. Des charpentiers, des menuisiers, je sais pas moi, je pourrais dire des créateurs de peinture, des créateurs de luminaires, peu importe le métier tant qu'il est concerné sur l'habitat, c'était forcément une influence sur ma manière de retravailler mon métier. Et du coup, cette démarche, elle est, je pensais vraiment pas à ce point-là, mais elle est extrêmement bienvenue. Et c'est assez... Donc l'autre volant de ton métier, on va dire le principal, c'est l'architecture. Aujourd'hui, pour toi, ça veut dire quoi habiter un lieu, habiter le monde, voilà. Quelle est ta vision de l'habitat aujourd'hui? Alors je pense qu'elle a beaucoup évolué. Mais ma vision de l'habitat aujourd'hui... Ça serait bien que tu nous dises justement en quoi elle a évolué. Tout à fait. Tu vois, typiquement, quand je travaillais sur des projets de rénovation d'appartements parisiens, je demandais la manière d'habiter aux clients. Donc pour moi, ça c'est un premier point, leur manière de vivre. Comment vous vivez le matin, le soir, comment vous habitez. Mais il y avait une prise en compte qui n'était pas du tout faite. C'est cette partie totalement à côté, qui est l'environnement. Malgré tout, on s'intéresse à la personne qui allait habiter le lieu, on s'intéressait aussi à cette manière, et ça c'est la réalité, à cette manière de créer à l'intérieur, même si c'était pas tout à fait en relation avec le client, mais c'était notre manière de voir l'architecture d'intérieur. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment eu ce changement de direction qui a été, en fait, il faut prendre en compte l'environnement proche, il faut prendre en compte
l'habitat en lui-même, qui est déjà sur place, c'est-à-dire ses propres caractéristiques, son isolation, sa manière de vivre au quotidien sous différents climats. L'habitant, et comment lui vivait, mais aussi comment il interagissait avec son habitat. Et son environnement. Et son environnement, c'est une globalité. Et en fait, c'était vraiment... Je pense que j'avais pas cette vision globale des choses, et qu'elle s'est enfin mise en place, pour ma part en tout cas, sur mon métier. Et ça, c'est un pur bonheur. De comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule démarche, mais qu'il peut y en avoir plusieurs. Et que quand on trouve en tant qu'architecte d'intérieur sa manière de voir les choses, et sa manière de voir l'habitat, c'est vraiment une belle manière de le faire. Du coup, quand tu dis ça, moi ce que j'entends aussi, c'est que c'est ta facilité à être à l'écoute Tout à fait. de l'environnement, de la maison et de l'habitant. Parce que souvent, ce qu'on peut reprocher à un archi, c'est un archi d'intérieur, c'est d'avoir une vision de la décoration, d'avoir un univers et quelque part de coller son univers sur un petit peu tous ses projets. Alors, on en discutait aussi en off tout à l'heure, mais c'est aussi une question de tendance. Toi, tu vends pas de la tendance. Tu vends... j'aime pas trop ce terme. Tu proposes, tu crées, tu aides à mettre en place tout un art de vivre. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là. Tu le sais, tu l'as entendu plusieurs fois. C'est-à-dire que tu me donnais l'exemple tout à l'heure de personnes qui vivaient dans le Nord, je crois, rapport aux panneaux photovoltaïques. Exactement. Voilà. Donc ça peut peut-être illustrer le propos. Ça peut illustrer le propos. Typiquement, quand on a des changements comme ça d'habitat et qui sont très singuliers en ce moment, on le voit, la rénovation écologique est très forte, les choses se mettent en place, mais il y a des fois un peu des utopies ou des hérésies. Moi, j'avais des clients qui m'ont demandé une rénovation sur le côté habitat sain et durable, en me demandant si les panneaux photovoltaïques, on pouvait en placer, etc. Et je leur ai demandé le taux d'ensoleillement. Tout simplement parce que ce n'est pas la bonne solution par rapport à leur environnement global. À eux. Ça sera peut-être une très bonne solution pour d'autres personnes vivant avec un taux d'ensoleillement plus fort. Et en fait, il n'y a pas une bonne solution. Et il ne faut pas tous qu'on se rue vers cette solution. C'est juste qu'il faut l'adapter en fonction de l'environnement et de la manière de vivre. Et oui, je te rejoins, c'est une conception globale, c'est l'environnement, la maison et l'habitant. Oui, c'est vraiment le triptyque nécessaire. Et on n'est pas là tu n'es pas là pour créer de la décoration ou de l'architecture d'intérieur. Voilà, il y a la créativité qui est là, d'essayer de trouver des solutions dans l'aménagement, d'autant plus que tu as une petite tendance quand même, voire une grosse tendance à aller vers l'habitat plus restreint. Ta spécialité aujourd'hui, tu prends la tendance de te spécialiser là-dessus, c'est, vas-y, dis-le. L'habitat léger. Voilà. L'habitat léger, le micro-habitat. Et les vannes. Et les vannes. Et les vannes. Vous en avez croisé beaucoup en France ? C'est normal. En fait, tout simplement, je pense que l'architecture d'intérieur a eu pendant beaucoup d'années un très fort réseau sur le côté très tendance, on en parlait. Tu vois, une année, on va avoir ce modèle-là où ça va être une couleur, une autre année où ça va être un matériau. Et je le conçois, je le comprends, puisque c'est des tendances qui sont créées, qui sont fortes. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup, on éteint aussi le côté sensible de l'habitant. On unifie en fait un peu tout, on lisse un peu tout. Et tout se ressemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au micro-habitat et à l'habitat léger, j'ai réussi à me recentrer. Juste une petite précision, est-ce que tu peux te dire ce que c'est l'habitat léger ? Parce que peut-être que c'est pas clair. Ça va être... Alors après, pareil, chacun sa définition. Oui, mais c'est pour ça que je vais donner la mienne. Pour moi, ce sont des habitats qui vont être déjà des petites surfaces. C'est vraiment, on repart sur du minimalisme, on repart sur des petits espaces. Les petits espaces, ça veut dire moins de 50 mètres carrés, encore moins ? Non, on peut être entre... moi, j'ai ce que j'appelle mini-espace, entre 20, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés maximum. Après, ça va dépendre, bien évidemment, du nombre de personnes qui y habitent, etc. Bien sûr. Mais généralement, toujours dans une démarche de petit habitat. L'habitat léger aussi comprend cette faculté à transformer les espaces, à ne pas forcément avoir une distinction d'espace pour une fonctionnalité, où tu vas avoir vraiment une approche différente du volume et de l'utilisation de ces volumes. Et tu vas avoir aussi ce côté qui est
pour moi plus proche de la nature et plus proche de l'environnement dans lequel tu t'installes. Ouais. Alors, par une question d'autonomie ou non énergétique, mais en tout cas où tu vas prendre conscience du terrain où tu t'installes. Et c'est vrai que voilà, sur ces habitats légers, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je pense aussi que ça vient concrètement du van. Ouais. Voilà, parce que là, tu vis dans 5 mètres carrés, tu me disais. Voilà. 5 mètres, 23. Mais on dirait... c'est le virgule 23 qui compte énormément, ça change tout. C'est exactement ça. Mais je ferai quelques photos et je les publierai, bien sûr, avec ton autorisation. Mais ça donne pas l'impression de... Ça donne l'impression de cocon, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Parce que c'est vrai que toi, tu le découvres. Enfin, moi, c'est mon habitat. Oui, mais encore une fois, moi, c'est mon fantasme d'avoir un bureau. Ma configuration familiale fait que ça serait compliqué de vivre en van. Oui. Et je pense que je quitterai mon chéri, enfin plutôt mon chéri me quitterait. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, c'est pas le projet. Mais c'est vrai que, comme on disait, moi, ça me fait rêver. Ouais. Un lieu comme ça qui serait un bureau, que tu peux connecter justement, encore une fois, à un environnement différent et donc à une créativité différente à chaque fois. Un lieu où tu peux rencontrer, comme toi, les personnes à droite, à gauche, en France ou ailleurs. Oui, c'est une cabane. C'est comme les cabanes dans les arbres, en fait. C'est exactement ça. Oui, c'est une cabane sur... Voilà. Mais du coup, tu peux la changer de place régulièrement et, ça, c'est plutôt pratique. Et te pluguer à tel ou tel environnement ou à telle ou telle personne beaucoup plus facilement. Exactement. Donc ouais, je pense que vraiment de le vivre et de le pratiquer au quotidien, tu ressens le côté aussi où tu peux amener un discours aussi différent auprès des personnes que tu rencontres et tu peux leur faire vivre aussi ce moment-là, leur partager ce moment-là et on comprend très rapidement qu'en fait on n'a pas besoin de 36 000 choses, qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. La vie en van t'amène forcément à vivre à l'extérieur plus qu'à l'intérieur de ton van. Il faut que le climat et l'environnement soient avec toi. Voilà. Sinon, tu passes beaucoup de moments à lire des livres en entendant la pluie sur ta carrosserie. mais c'est vrai que voilà, ça m'a permis de me confronter à la réalité de ces habitats légers qui, moi, me fascinaient, en réalité. Ouais. Et petite, tu as déjà vécu ce type d'expérience en habitat léger ou ce genre de choses ? Eh ben, pas du tout. Non. Pas du tout. Je pense que c'était une fascination, un peu, tu vois, comme toi avec les vannes. Et quand j'ai fait la route, en fait, ce matin, moi, ça m'a reconnecté aussi à un souvenir quand j'étais petite. C'est vrai. À Bordeaux, il y avait la foire, enfin, il y a toujours d'ailleurs la foire internationale. Tu sais, où tu peux acheter un robot mixeur, un aspirateur et acheter des panneaux photovoltaïques, je pense aussi. Enfin, oui, c'est sûr. Et il y avait l'exposition des mobil-homes, camping-cars et tout ça. Et je me souviens quand j'étais petite, mes parents devenaient fous à chaque fois qu'on y allait une fois par an. Je sais pas si c'était un rituel. Et je faisais le tour de toutes les caravanes. Et il y en avait des centaines, quoi. Donc le tour des caravanes, ça m'a toujours... je sais pas, il y a un truc avec ça, quoi. Donc un jour, je le dis à ce micro, j'aurai mon van. J'adore. Je le dis, je l'aurai. Ça tombe bien, tu connais une architecte qui travaille sur les vannes. J'ai déjà trouvé en plus. Mais non, mais c'est... Et en fait, je pense qu'on a une... Je pense clairement qu'il y a ce côté, comme on disait, ce côté un peu tendance, etc. Mais je pense aussi qu'il y a clairement une volonté de diminuer l'espace qu'on a autour de nous pour se dire à un moment donné, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'avoir 36 mètres carrés en plus. C'est pas raisonnable déjà. Ouais. Et puis au-delà de ça, c'est que j'en ai pas l'utilité. Et vraiment, c'est ceux qui aujourd'hui me contactent sur cette partie architecture d'intérieur, c'est exactement ces questionnements-là qu'ils ont. Est-ce qu'il y a un profil particulier de tes clients aujourd'hui ? Est-ce que il y a un profil type ? Alors, je pense que j'ai deux clients types. J'ai ce premier client qui, lui, a envie un peu d'évasion par rapport à sa vie sédentaire ou sa vie très rythmée, tu vois, et qui a besoin de ce moment pause. Et donc, ce sont des personnes qui vont plutôt se diriger vers les vannes. D'accord. Qui ont besoin de bouger. De bouger, de se déconnecter ou de se reconnecter. Ça dépend comment on le voit. Et tu as cette deuxième catégorie de personnes qui, eux, ont déjà énormément bougé, énormément voyagé, qui ont découvert plein de choses, etc. et qui ont compris l'essence même de ce qu'ils souhaitaient et leur manière de vivre, et qui, du coup, ont envie
de se re-sédentariser. D'accord. Donc c'est quand même des gens qui sont passés par l'étape du van à un moment donné. En réalité, qui veulent le vivre ou qui l'ont vécu. Exactement. Ou alors l'étape du van et le côté voyager, expat, voilà. Ce sont des gens qui ont beaucoup bougé et qui veulent se reconnecter. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette histoire de van. Tu as tout à fait raison. Ouais, mais c'est en discutant qu'on se rend compte des choses en général. Ok. Donc ça, c'est les clients que tu accompagnes. Donc pour toi, si je résume, ce qui est important aujourd'hui, enfin c'est ta vision de l'habitat en tous les cas, c'est de réduire quelque part l'espace vital, enfin ou l'espace, notre habitat en général, parce qu'on se rend compte justement que c'est pas vital d'avoir des mètres carrés et des mètres carrés. Donc c'est le premier volant de ton travail aujourd'hui. Tu accompagnes aussi des gens dans la rénovation, oui. Parce que pour toi, construire aujourd'hui, écologiquement parlant déjà c'est pas l'idéal. Donc là tu les as, comme tu es nomade, donc tu vas pas faire le suivi de chantier. Concrètement, tu interviens à quel niveau? J'interviens en temps sur la partie conseil, sur la partie vraiment où on va étudier le bâtiment, l'habitat, D'accord. le lieu, et on va en déduire tout ce qui a changé au niveau énergétique, au niveau bien-être, pour pouvoir tout simplement faire les choses. Derrière, ça va être donc une étude. Donc c'est vraiment une étude plan, modélisation 3D, ce qu'on fait en architecture d'intérieur, mais il y a quand même une énorme partie recherche. D'accord. Vraiment une grosse partie recherche sur la partie notamment isolation, j'imagine. Exactement. Voilà. Isolation, ça va passer par l'isolation, l'assainissement, le chauffage, ça passe par plein de déterminations, mais qui sont des bien-être au quotidien. Et ensuite, on va avoir cette partie où bien sûr, je passe sur place, ça c'est une évidence. Et ensuite, il va y avoir cette partie où je recherche des prestataires dans leurs environs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a eu beaucoup plus en rénovation, en tout cas rénovation et surtout un peu plus responsable, beaucoup d'autoconstruction ou d'auto-rénovation du coup. D'accord. Tu vois, je vais un peu transformer les mots, d'auto-rénovation. C'est-à-dire que beaucoup de particuliers ont besoin d'aide sur la conception et le conseil d'agencement ou de rénovation responsable, mais par contre derrière ils sont capables de réaliser les choses ou ont l'envie de réaliser les choses par eux-mêmes. D'accord. Et donc en fait ils ont juste besoin d'un accompagnant au début, de quelqu'un qui les conseille, et derrière, eux sont capables de réaliser les choses, ou alors, moi, je trouve les artisans à côté. D'accord. Mais en réalité, là où on parlait de suivi de chantier, et tu vois, de visite de chantier quand j'étais à Paris, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, mes clients, quand ils réalisent leur projet, ils n'ont qu'une envie, c'est de m'envoyer des photos. Ouais. Tu vois, enfin, moi, je trouve ça génial. Mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est que toi, tu noues une relation, pas client archi, mais plutôt amie, humaine. Voilà. Exactement. Ouais. Et tu sais, souvent, Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler, on m'a toujours dit, attention, la relation entre clients, prestataires, clients, et c'est pas du tout la même. Il faut vraiment faire... oui, il faut scinder. Quand tu es professionnel, exactement. Tu ne mélanges pas les torchons et serviettes. Voilà, c'est exactement ça. Et on te le dit et on te le répète. Et je le conçois, je le comprends. Sauf qu'aujourd'hui, c'est les clients qui me contactent, et c'est pour ça que j'ai du mal avec le mot client au final, ces personnes qui me contactent, ce sont des projets de vie. Que ça soit un petit van pour y vivre quelques week-ends, des vacances ou autre, c'est leur moment d'évasion. Que ça soit un van pour y vivre à l'année, c'est totalement un changement de vie. Et même ces personnes qui rénovent ou qui construisent des habitats légers, ce sont aussi des personnes qui ont cette envie nécessaire, cette manière de vivre, et qui le souhaitent. Et du coup, on n'est pas sur, au final, en fait, on est plus sur un besoin tu vois, d'avoir sa propre maison, on est sur l'envie de créer son cocon. C'est totalement différent. Tu les aides à construire leur vie de rêve. Exactement. Et tu ne leur... quelque part, tu ne leur vends pas une maison avec 3 chambres, avec des critères qui, au fond, ne sont pas les bons critères. Il y a une sacrée... En fait, sur cet échange-là, il y a énormément d'humains. En fait, tu apprends vraiment à connaître tes clients, leur manière de vivre, et en fait, tu te rends compte aussi que l'environnement, les valeurs environnementales qu'ils ont, elles sont extrêmement marquées. Et tu peux pas, du coup,
tu peux pas être à contrario de ça. C'est impossible. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'on s'entend extrêmement bien du coup et qu'on travaille ensemble. Parce que sinon, je pourrais pas les comprendre. Ouais, oui. Je ne pourrais pas, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, concrètement, quand quelqu'un te contacte, tu le rencontres physiquement, systématiquement ou pas nécessairement? Alors, toujours au minimum en visio. Ouais. Tu vois, quand tu es vraiment à distance, Cap-Breton, je sais pas, Dieppe, par exemple, je fais tout de suite un visio. C'est la première rencontre. J'adore mettre un visage sur une voix. Et j'ai besoin de ça parce que tu vois dans leurs attitudes, la manière dont ils s'expriment, etc. Je trouve que c'est très très important. Et du coup, c'est le premier contact, le visio. Ou alors le téléphone, mais c'est un peu plus rare. Et puis alors, si je suis dans le coin, je passe. Systématiquement. Ils passent jamais te voir, eux. Remarque, tu viens avec le van. Donc, bah ouais, du coup, je viens avec le van. Ouais, donc tu viens avec ta maison. T'es comme un escargot, toi. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. J'ai ma maison sur le dos, enfin en tout cas qui me suit. C'est ça. Oui, t'es dedans quoi. Non, c'est pas le choix. Un escargot en fait. Ouais. Ah là là. Ok. Est-ce que dans ta façon de travailler aujourd'hui, tu vois d'autres choses à ajouter? Donc on a vu le volet sourcing, on va dire, trouver des personnes avec qui tu as envie de travailler, qui ont un savoir-faire innovant, je pense, pour la plupart. Ou de bon sens. Je ne sais pas si c'est innovant ou de bon sens, en fait. Ouais, j'ai un micro-doute. Ouais, je parierais plus sur le bon sens. Ouais, voilà. Tu as ton volet archi, voilà, dont on a parlé également. Je crois que tu as des projets aussi de création de contenu et ce genre de choses pour transmettre tout ce que... Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir parce que c'est... cette partie création de contenu, en fin de compte, c'est même pas c'était pas forcément une demande de ma part, c'est surtout une demande des gens autour de moi. Oui. Au fur et à mesure. Tu partages des choses intéressantes, donc on a envie d'aller plus loin. J'adore, mais c'est surtout que ça veut dire que ça crée un réseau, ça crée un collectif, ça crée quelque chose, et ça, je suis fan de ça. Et en fait, cette demande, elle m'a été faite plusieurs fois, d'avoir cette partie potentiellement, du coup, magazine, e-book, je sais pas, sous quel format encore, mais d'exprimer tout simplement et de donner de l'importance au final à toutes ces personnes que j'ai rencontrées et aussi à l'évolution que ça m'a permise d'avoir au fur et à mesure du projet. Ça, je pense que ça sera, tu sais, le projet un peu d'hiver, quand tu as le temps d'analyser tout ce que tu as vu, parce que c'est un projet qui prend énormément d'énergie, mais pour rien au monde je changerai ça. Mais c'est vrai que par contre, tu as besoin, je pense, à un moment donné de repli. De repli. Et d'accord, qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que j'ai vraiment donné toutes les informations? Est-ce que j'ai transmis tout? Est-ce que je peux canaliser ces informations et du coup les retransmettre différemment? Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est une manne d'informations, de savoir-faire, d'inspiration, de plein de choses en fait, effectivement. Et puis tu mets en valeur... moi, c'était le but initial du projet, et ça l'est toujours en réalité, c'est mettre en valeur toutes ces personnes qui ont des démarches qui, pour moi, sont du bon sens, comme tu le disais tout à l'heure, mais malheureusement qui sont des fois pas mis en valeur, pas mis en lumière, pour X ou Y raison. Et du coup, j'arrive en fait à me dire, super, potentiellement, peut-être que ça changera rien pour eux, peut-être que malheureusement j'ai pas assez, d'influence pour que ça soit positif pour eux, mais par contre, ils ont déjà réussi à partager les choses. Et certains, vraiment, je rencontre des artisans où ils ont même du mal à partager ce qu'ils savent faire, ou même à être pas fiers, mais je sais pas, tu vois. Oui, alors je pense que toi-même tu... Oui. Tu as la même caractéristique, je pense. C'est vrai. En fait. Ouais. Ça s'appelle l'humilité. Ouais. Non, je sais pas. Peut-être, un truc du genre. Je c'est un pense peu de rapport avec ça. Parce que concrètement, tu as quand même inventé une nouvelle façon de travailler dans un métier qui, je pense, travaille sur la sédentarité, l'architecture quand même. On va dire que dans 95% des cas, on travaille sur des lieux, donc qui dit lieu fixe. Et un métier qui est, dans sa manière de travailler, etc., est plus a priori destiné à être derrière un bureau ou ce genre de choses. Donc, tu as quand même créé ça.
Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais... C'est bien parce que quand on rencontre Gaëlle, il faut le savoir, du coup elle met les points vraiment, voilà, elle met les choses à plat. Les points sur les i, les barres au T. C'est ça exactement. Mais non, mais c'est vrai. Oui, mais en fait, quand tu le fais, tu t'en rends pas compte. Mais je sais quelque chose, ouais. Ah ouais. Mais effectivement. Mais globalement, t'as rien à envier aux personnes qui vont créer une peinture. Enfin voilà, c'est le même process en fait. Et c'est pour ça que ça se passe bien. Oui. Parce que vous avez les mêmes valeurs et vous vous retrouvez sur beaucoup de choses. Mais j'ai hâte de voir. Tu vois, typiquement, j'ai rencontré que 2 archis nomades. Et 2 architectes, pardon, je raccourcis, désolée. 2 architectes nomades, et c'est vrai que j'ai un peu hâte de voir s'il y en a d'autres qui vont pouvoir aussi avoir cette faculté de se déplacer. Et exactement, et du coup au final de plus attendre d'avoir le client qui vienne à toi, mais au final d'aller chercher le client, parce que c'est aussi ça la démarche, hein. C'était ça s'est fait comme ça, et après par analyse, bah oui, je m'en suis rendu compte, mais au final j'ai été chercher mes propres clients, mes propres réseaux, mes propres et c'est vrai que j'ai hâte de voir si ça pourrait si ça peut fonctionner, et puis même moi, hein, est-ce que ça les va 2 durer? autres sont des Français? Oui. D'accord. Ouais. Okay. C'est bon, je peux les citer parce que je les adore, comme tu je les ai rencontrés. C'est Força Bureau Nomade. Ouais. Et eux typiquement donc l'atelier JMCA. Donc eux aussi ont créé leur van pour pouvoir se déplacer, pouvoir travailler différemment, et ils sont aussi en test, hein. Enfin, qu'on soit bien d'accord, même Mahana et aujourd'hui ma manière de faire les choses, ce sont des tests, c'est-à-dire que on s'est lancé à est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible que je travaille sur les routes, est-ce que c'est possible que je sois nomade tout en étant architecte d'intérieur. Ouais. Aujourd'hui, si tu devais faire un petit bilan justement par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, je pense que c'est possible. Par contre, il y a énormément d'adaptations à faire. Liées au van, peut-être? Liées au van, tout simplement. Liées au fait qu'on soit qui des fois, lui, il n'a pas envie d'avancer. Toi, voilà. Oui, mais pas lui. Tout à fait. Je ne vois pas de quoi on parle. Non, je rigole. Si tu prends un vélo, voilà, il y a le choix. Mais... Non, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et même au niveau de la manière de travailler, forcément, tu ne travailles pas du tout de la même manière. Tu n'es pas sur site, tu n'es pas derrière ton bureau. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais ma manière de travailler est complètement différente. Avant, je faisais du 9-19 toute la journée. Aujourd'hui, je vais peut-être faire du 7h30, 8h du matin jusqu'à midi. Je vais travailler bien concentré ces horaires-là. Puis ensuite, je vais m'accorder une vraie pause pour pouvoir découvrir quelque chose autour de là où je me suis posée. Ou aller à la plage. Ou aller à la plage. Oui, parce que vous ne le savez pas, mais là, on est en train d'enregistrer et la mer est à, 500 mètres. On est à 2 encablures de La Rochelle. Voilà. Même pas une, je pense. Vraiment, vraiment très très sympa cet endroit pour ce podcast. Je confirme. Et du coup, on va avoir cette manière de faire. Et moi, typiquement le soir, je vais aussi trouver du temps pour pouvoir travailler, mais plus au calme. Réadapter sa journée. En tout cas, pour l'instant, moi, ça fonctionne. Croisons les doigts, touchons du bois. Mais j'espère que ça va continuer comme ça et que ça continuera de fonctionner. Ouais. Mais je pense que je suis pas la seule. Non, mais je pense que... beaucoup maintenant. Oui. Ouais. Et puis, il y a de plus en plus de métiers qui permettent aussi des métiers, là aussi, nomades, qui permettent d'imaginer une vie qui ne sera pas ancrée à un endroit. Ou qui peut être ancrée pendant 2 mois à un endroit, repartir et partir 2 mois ailleurs, etc., etc. En France, à l'étranger, peu importe. Mais... Gaëlle est en train de me pousser pour aller à l'étranger. Mais je vous le dis. Non, mais à l'étranger à côté. Je te dis pas de mettre ton van sur un bateau et traverser les océans. Mais je pense qu'il y a des moyens de découvrir aussi d'autres manières d'habiter. Voilà. Qui sont notamment les pays d'Europe du Nord, la Norvège, la Suède, etc. Il y a plein de choses tu prévois d'aller en Belgique, tu vois, je te pousse pas beaucoup plus loin. Ouais, c'est vrai. Ça peut se tenter. À défaut, je peux, tu vois, dériver. Mais oui, tout est possible. Tu partiras un tout petit peu plus longtemps, peut-être. Oui, du coup, oui. Et en plus, je pense que c'est des pays qui sont plus adaptés à ce type de vie-là. Oui. Et puis notamment plus ouvert. Voilà. Notamment, ta problématique, c'est les campings. En fait, on n'en a pas parlé, mais c'est que toi, tu as fait le choix de te raccorder, dans tous les sens du terme, au camping. Bon, après, ça s'entend aussi, parce que tu voyages seule. Tu es une femme qui voyage seule. C'est d'autant plus noble de ta part aussi, je trouve. Courageux. Parce que
il peut y avoir un facteur risque aussi. Hein. Ça a été forcément une des sources d'inquiétude aussi au départ. Hein. Enfin, on va pas se le cacher. À chaque personne à qui je disais, au final, je vais partir seule, je vais aller sur les routes. Du coup, est-ce que tu as cette peur ? Oui, forcément, à un moment donné. Il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui sont sur les routes, seules. Vraiment beaucoup. D'autres, du coup, ont cette faculté à se poser dans des endroits X ou Y et ne pas avoir cette peur. Et moi, je trouve ça génial. Je dis pas forcément que j'ai peur. Je dis plus que moi, je me sécurise par ce biais-là. Je suis très prudente. Peut-être que je le serai un peu moins au fur et à mesure aussi. Mais là, je suis tellement allée à l'opposé de ce que j'étais que je peux pas... Chaque étape. Voilà. C'est ça. Mais l'été prochain, on va te retrouver au milieu de... bord d'un lac, toute seule. De la pampa, toute seule. Qu'est-ce que vous venez faire ? C'est chez moi, ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que ça fait partie ça fait partie de l'initiative. J'ai décidé de faire ce projet-là. Et tu vois, tout à l'heure, on en parlait. Est-ce qu'on est capable ? Et quand tu montes un projet, quand tu montes une entreprise, quand tu... cette capacité ou non à réaliser, au final, il y a que toi qui peux le savoir. Donc, tu tentes, tu échoues. Regarde, au mois de novembre, j'ai échoué. Je suis revenue au mois d'avril. Et tu retentes. Et peu importe, mais c'est vraiment cette faculté à te dire est-ce que je suis capable ou non. Mais c'est une vraie histoire de vie aussi que tu vis, c'est le cas de le dire au quotidien. Parce que ce qu'on disait aussi, c'est que tu es souvent seule face à toi-même. Tu rencontres beaucoup de monde qui vient te nourrir, etc. Mais tu te nourris aussi de toi. Exactement. Et tu sais, quand on parlait de cette importance de l'habitat et d'habiter et de l'environnement, typiquement, voyager avec Mahana et vivre avec Mahana, c'est aussi ce côté où je me déplace. Donc forcément, je change d'environnement tout le temps, mais j'ai toujours ce cocon. J'ai toujours mon cocon. Qui te ressemble. Et qui me ressemble. Et c'était vraiment, je pense que j'aurais pas pu faire autrement, parce que sinon j'aurais été vraiment pas bien. Et ça, je l'ai ressenti dès les premières semaines, où je me suis dit, mais heureusement que j'ai cet endroit qui me correspond, que j'ai pu créer, et où je me sens bien. Où c'est mon lieu de vie, et je m'y sens, c'est mon moment de pause. Et du coup, oui, je suis d'accord avec toi, il y a ces moments où tu vas être dans ton projet, tu vas le vivre, enfin, ça va être ton quotidien, ça va être bluffant, tu vas faire des rencontres. Moi, j'ai des petites mamies qui me font des petits signes de leur balcon parce que voilà, elles sont fans de voir ce J7 vert rouler sur les routes. Et puis tu vas avoir ces moments d'introspection qui sont très marqués, très forts, où là, c'est comment gérer peut-être par exemple une panne, une situation où tu as une panne sur ton véhicule, ou un moment donné où tu vas te sentir très seul, parce que tu as ces journées où moi typiquement je vais travailler peut-être 3 jours d'affilée. Au bout des 3 jours, est-ce que j'ai pas aussi ce moment, oui clairement je l'ai à chaque fois, ce moment tu vois où j'ai plus d'énergie et du coup il faut que je sorte et que je me ressource aussi. Et d'un autre côté, quand je vois trop de personnes ou trop d'initiatives ou trop de gens, j'ai aussi besoin de ce moment de recul et je trouve mon cocon. Je pense vraiment que la première question qu'on doit se poser dans l'architecture d'intérieur et l'habitat, c'est quelles sont tes forces et tes faiblesses par rapport à ta manière de vivre, comment tu peux l'adapter à ton habitat, et quand tu es capable de mettre des mots dessus, de mettre des émotions, c'est un travail énorme. Oui, parce qu'après, tu peux retranscrire ça dans ta manière d'agencer et tout à fait les choses. Exactement. Et moi, ça a été transitoire. C'est-à-dire que je pensais me connaître, je pensais connaître ma manière de vivre et d'habiter. Je vis en van, je peux vous assurer que je ne me connaissais pas. Oui, non, c'est sûr. Mais automatiquement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu pouvais avoir... t'as été sollicité aussi pour mettre à disposition, louer ton espace pour des showrooms, des machins. Bon. Des événements éphémères, on va dire. Parce qu'il a une bouille. Il a un capital sympathie très très fort. Oui. C'est une personnalité. Ah oui. Hein, on va le dire comme ça. Et donc, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt pour toi de le proposer parce que c'est un prolongement de toi-même aujourd'hui. Exactement. C'est là où je pense qu'on est capable, tu vois, d'imaginer un projet ou d'imaginer, comme on parle, les maisons roulantes, tu vois, des vannes, etc.
ça devient ton habitat, ça devient ton cocon. Chaque décoration que tu ajoutes, chaque matériau que tu as choisi, et surtout quand tu vis au quotidien, c'est ton cocon. Et du coup, d'effacer tout ça, d'enlever tes décorations, d'enlever tes souvenirs, et du coup d'en ajouter d'autres. Et puis il y a aussi une chose, le fait, malgré tout, que même si les portes sont très grandes ouvertes, sachez, si vous rencontrez des gens qui sont en van, c'est très poli de demander si vous pouvez passer une tête ou entre guillemets toquer à la porte, parce que tout simplement c'est chez eux. Et du coup moi c'est vrai que on le voit, tout à l'heure quelqu'un est passé, il nous a dit bonjour, mais ça reste très respectueux. Les gens rentrent pas, les gens circulent pas. Ce n'est pas, c'est ton lieu de vie. Oui. Donc c'est un espace privé. C'est un espace privé, même s'il est ouvert sur la nature et très souvent les portes sont ouvertes. Mais c'est vrai que du coup oui, je pense que je serais pas prête à ce qu'on enlève toute cette signification, toute cette âme que je lui ai donnée au fur et à mesure du voyage, pour tout d'un coup laisser place aux autres. Oui, non, ça c'est sûr. Donc, tu as déjà programmé la fin du premier voyage, on va l'appeler comme ça, parce que c'est pas la fin de rien, la fin et le début d'autre chose. Donc, c'est fin octobre ? Tout à fait, fin octobre. Mahana partira en hivernage. En hivernage, oui. On va dire ça comme ça. On va le bichonner un petit peu. Voilà, s'occuper de lui ou d'elle, parce que tu me disais aussi que des fois c'est un lui, des fois c'est un elle. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours et des événements. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple, pareil? Tu penses qu'on le donne ou pas? Parce que les gens vont se dire, c'est toi qui vois. Il faut savoir que Mahana, quand elle monte des côtes ou qu'elle est dans un effort ou qu'il faut lui donner du peps, je la motive. Et il faut savoir que quand Mahana tombe en panne, souvent c'est un peu il. Il tombe en panne. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas un peu du sexisme? Mais c'est horrible, parce que je m'en rends compte. Mais tu sais que quand je te l'ai dit, et je me suis dit, je peux pas dire ça en fait. Je peux pas faire ça. Bah, tu l'as dit. Hein. Ouais, c'est trop tard, c'est enregistré. Je ne le couperai pas au montage. Mais je me suis rendu compte quand tu m'as posé la question. Et vraiment, je n'avais jamais analysé, tu vois, les situations dans lesquelles je l'appelais le ou la. Et ben voilà, je le sais. Je le sais. Je lui donne de la force quand c'est elle. Donc, je sais pas. Mais ouais. Donc, Mahana sera à l'hivernage. Oui. Et toi, tu seras où à l'hivernage aussi? C'est une bonne question. Si quelqu'un a une petite tiny house. Non, moi je retourne un peu là pour le coup hiverner dans ma famille. J'ai la chance d'avoir une famille qui soit bienveillante et très compréhensive par rapport à mon projet, ma démarche et cette initiative. Je pense que ça n'aurait pas été faisable sans eux, on va pas se le cacher. Mon entourage est très bienveillant. Et le but aussi, c'est, je sais très bien, et je le dis à ton micro, que l'année prochaine, je repars. L'année prochaine, je repars, je recommence. Et, Ils le savent? Bah voilà, grâce à toi. Oups. Mais ils s'en doutent un peu. Ils s'en doutent un peu au fur et à mesure de ce que je leur dis, je leur raconte. On le sent dans ma voix que je suis passionnée par ce que je fais, passionnée par mes rencontres, passionnée par mes projets, et que ça me... c'est ce qui les rassure aussi. Oui, exactement. T'as vécu déjà, encore une fois, la saison 1 n'est pas finie, mais tout s'est bien passé, quoi. Ouais. Même s'il y a eu des bas, on l'imagine, de se retrouver seul pendant plusieurs mois dans des conditions qui ne sont pas toujours hyper confort. Automatiquement, il y a des doutes, il y a plein de choses qui se sont passées dans ta tête, j'imagine. Exactement, et c'est vrai que voilà, alors c'est pas fini, parce que tu vois, regarde, là je vais recommencer au mois de septembre, j'ai encore 2 mois, je suis trop contente. Oui. C'est pour ça, la saison 1 n'est pas finie. Tu vois, il reste encore des épisodes. Il reste encore des épisodes. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de me dire, j'ai adoré en fait. J'ai adoré, et j'adore toujours ces moments où je me déplace, où je vis. Peut-être par contre... Voilà, ce volume 1, il m'a aussi montré la fatigue aussi, que ça pouvait donner. C'est la première chose que tu m'as dit quand je suis arrivée. Ouais. C'est marrant, parce que tu dois être fatiguée là. Ouais, un petit peu. Mais c'est vrai que je pense que tu es arrivée au bon moment, parce que j'avais cette conclusion aussi de me dire, c'est hyper intéressant, c'est très très intéressant, mais j'ai besoin aussi de ces moments où je prends du recul, et le van te contraint à être toujours actif. Ça, c'est une fatalité. Chercher l'eau. Il n'y avait plus d'eau pour faire la vaisselle en fait. C'est pour ça qu'elle dit ça. Donc, c'est pas grave. L'électricité, par contre, sachez que cette année, j'ai voyagé sans me brancher une seule fois.
C'est-à-dire que je suis partie Comment depuis le c'est mois d'avril. J'ai mes petits panneaux solaires là-haut. Qui me suivent. On ne les voit pas. Non, d'ailleurs, je te montrerai ça après. Ouais. Mana est haut, en fait. Est très haut. Mana est très haut. Les gens ne le savent pas, mais Mana est très haut. Mais ils vont le savoir. Et c'est vrai que du coup, l'électricité, je me suis jamais rechargée. L'eau, ça c'est du quotidien. Mais du coup, forcément, ta manière de vivre est différente et tu as une charge mentale de vivre, exactement, qui est un poil, un peu fatigante. Oui. Mais parce que tu peux pas stocker non plus tout ce qui est alimentaire et ce genre de choses. Voilà. Alors après, je fais un frigo, stock, mais t'as un frigo, pas mal. Et surtout le van est hyper bien pensé et optimisé. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui l'a pensé. Non mais c'est vrai, c'est à la fois beau, pratique, intelligent. Donc on devrait penser nos habitats aussi dans ce sens parce que vraiment, il y a l'essentiel. On peut circuler à deux. Oui, bon, il y a un plan à respecter. Il y a des petites zones de circulation, c'est ça. Mais c'est tout. Mais bon, après, ce qui est cool, c'est qu'il y en a un qui cuisine et l'autre qui regarde. Ouais. Gaëlle a découvert ça aujourd'hui. Il faut savoir que dans les vannes, généralement, il y en a toujours un qui cuisine, qui s'active. On peut pas cuisiner à deux. Mais non, c'est pas possible. Tout est possible, mais... Oui, mais c'est moins confort. Agréable. Et puis là, pour le coup, on a papoté, on a discuté, donc c'était plus agréable. Mais c'est vrai, oui, voilà, c'est la manière de vivre en van, et je pense que c'est le côté très nomade, fait que tu le vis différemment, et donc forcément un peu plus fatigant. Mais peut-être aussi parce que c'était ma première année. Oui, mais t'as appris tellement de choses, t'imagines ? Ah oui. Non, mais c'est fou, quoi. C'est fou, c'est courageux, T'inventes un métier, pas un nouveau métier, mais t'inventes un métier, ton métier, tu crées ta structure, tu te mets en danger quelque part, tu acceptes le risque de ne pas avoir de repères. Oui. Ce qui est, à part Mana, encore une fois, mais t'es en totale perte de repères quand tu pars. Tu quittes un appartement à Paris, un boulot dans lequel etc. Et tu te dis, je prends la route et j'y vais. C'est pas donné à tout le monde. Non, mais sincèrement, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est normal que ça soit fatigant aussi parce que tout ce que tu as déconstruit, il faut le reconstruire derrière et que ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est plein d'apprentissage. Donc c'est en ça que c'est fatigant. C'est hyper enrichissant. Mais c'est très, très fatigant. Ça, c'est évident. Ouais. Oui, tu vois, et c'est fou parce que quand on a commencé à discuter toutes les deux, c'est les premières choses que tu as abordées, tu vois, c'est ce côté peut-être un peu fatigue, peur, etc. Et je t'ai tout de suite dit, moi, c'était la capacité à faire les choses, mais je pense qu'à aucun moment donné, quand j'ai réalisé ce projet-là, j'ai imaginé dans quoi je me lançais. Soyons concrets. Mais c'est comme quand tu montes une boîte, en fait. Exactement. Il faut un certain degré d'inconscience. Il faut de l'inconscience pour... Sinon, tu passes jamais à l'acte. Et sinon, tu ne le fais pas. Jamais. Si tu ne le fais pas. Si on m'avait dit, alors il va falloir que dans une journée, tu gères une panne de moteur, que tu fasses un rendez-vous client, et puis que tu enchaînes avec ta vie personnelle. Oula. Oui. Non. Non, mais c'est évident qu'il faut être inconscient. Mais c'est bien d'être inconscient. Ouais. La preuve. J'ai découvert ça. Mais la preuve. T'imagines ? Et puis j'imagine que tu dis ça fait 15 ans que j'imagine faire ce métier. Jamais tu aurais pensé pouvoir faire les choses comme ça, sous cette forme-là. Jamais. Je m'étais... Mais comme tout métier, tu sais, qui est un peu ancré, les architectes d'intérieur, on a une manière de fonctionner et en fait on nous apprend la même un petit peu à tous à l'école. Et je m'étais jamais dit je ferais mon métier différemment. Je savais que par contre je voulais forcément un peu évoluer. Et avec ce métier-là, c'est vrai que l'architecture d'intérieur, tu as la possibilité d'évoluer parce que tu as des expertises qui sont différentes, des domaines de boulot qui sont différents. Typiquement, tu peux travailler pour des pros, pour des particuliers. Tu peux bosser pour des petites surfaces, des grandes surfaces. Tu peux travailler sur la partie de décoration plus que sur l'architecture. Enfin voilà, il y a une multitude de facettes de ce métier. Par contre, me dire qu'à 29 ans, je serai chef d'entreprise, architecte... Sur les routes. Exactement. Architecte d'intérieur nomade, jamais. Ouais. Jamais. Toi, ton habitat idéal, c'est quoi alors ? Est-ce que c'est Mana ou c'est... Moi, là, comme ça, tu sais, la fameuse baguette magique dont je te parlais depuis tout à l'heure, elle est géniale, celle-là. Ouais, je l'adore, cette baguette. Il n'y a pas de contrainte d'argent, il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas de... rien, il n'y a pas de contrainte. Ouais. Je te donne la baguette magique. C'est quoi ton habitat idéal ? Alors, ma réponse aujourd'hui, sur la baguette magique, c'est un mix des deux.
j'aime vivre avec Mahana et tu vois, pouvoir me balader. Exactement, et rencontrer des personnes. Par contre, j'ai besoin aussi de ce cocon un peu sédentaire où je vais retrouver des habitudes et des repères dont tu parlais. Je pense que j'adore ce balancement entre la vie un peu plus sédentaire avec un habitat léger, parce que, soyons concrets, je pense que je ne serai jamais la personne qui construira une maison de 250 mètres carrés, et cet aspect van qui est nomade et qui bouge. Ça voudrait dire que, par exemple, l'automne-hiver, c'est dans ton habitat léger. Exactement. Et printemps-été avec Mahana. Ouais. Ça serait le combo rêvé. Bah, c'est envisageable. Envisageable. C'est pas un rêve. Enfin, tu vois, la baguette magique, elle sert à rien là. Ouais, c'est vrai. En fait. Comme quoi. Ça sert à rien cette baguette, on l'a achetée dans la. Mais c'est surtout qu'au final, les rêves ne sont pas tant des rêves que ça. Non. Juste des projections. Ouais, c'est ça. J'aime bien cette idée. Et j'avais une petite question. Dis-moi. Ça vient d'où, Mahana ? Ah, Mahana, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, que j'en ai pas parlé surtout. Mahana, en fait, j'étais une grosse baroudeuse avant. J'ai été très très loin. J'étais en Polynésie française, grâce au mariage d'un couple d'amis. Et j'ai découvert cette culture qui est pour moi fascinante, et des personnes qui sont totalement bienveillantes et humainement magnifiques. Et le marié, Wani, m'a surnommée Mahana. Et Mahana, en tahitien, ça veut dire grand soleil. Et ouais, c'est très très soleil beau. Vert. Ouais, soleil vert. Et c'est vrai que ça a été toujours cette approche de ma personnalité, tu vois, d'être très souriante. Oui, etc. rayonnante. Ouais. Et en fait, quand Mahana, je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, c'est une extension en fait clairement de ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'adore faire, sourire, arriver, dire bonjour. C'est moi, enchantée, Meredith. Et Mahana, du coup. Et c'est resté. C'est beau. Resté. Ouais, j'adore. Ils en pensent quoi d'ailleurs, ces amis, si tu es toujours en relation avec eux de ce projet ? Mes amis m'ont beaucoup soutenue. Et on est toujours en lien, même à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que mes amis ont été un très très bon soutien, que ce soit ceux qui sont en France ou dans les pays étrangers, parce que tout simplement ils ont vu aussi cette envie, tu vois, du voyage que j'avais quand j'étais un petit peu totalement backpackers en Australie, et que je vivais plus en France. Et j'avais plus, tu vois, cette motivation. J'avais besoin d'expérience, j'avais besoin des aventures, j'avais besoin de tout ça. Et quand je leur ai parlé du projet, mais ça a été accueilli avec tellement de gentillesse, de douceur. C'était, mais fonce en fait. Fonce si c'est ce qui te motive. Ouais. Bon, avec la peur de tu vas te garer où, mais ça c'est autre chose. Mais avec vraiment cette envie de m'accompagner. Et je remercie vraiment tous mes amis qui ont été à chaque fois présents dans les éléments, même dans des événements un peu plus compliqués, mais parce qu'ils m'ont poussé à réaliser ce projet-là. Et je pense que quand on a un entourage qui te pousse à réaliser les choses, c'est juste... Au-delà de te pousser, c'est pas te mettre de barrière, quoi. Exactement. Exactement. Parce que c'est sûr que c'est l'idéal quand on te pousse, mais au moins quand on te met pas des freins et des barrières, ou tout ce qui peut entraver Mahana ou autre chose, c'est le principal en fait. Exactement. De savoir qu'on est entouré, mais voilà. Ça motive à créer, ça motive à se projeter et à avancer, et c'est un sacré moteur. Un sacré moteur. Ouais. Donc demain tu pars ? Oui. Direction au revoir La Rochelle. Ouais. Direction bonjour La Roche-sur-Yon. Ouais. Je continue de remonter la côte ouest, qui est une... Vraiment, je suis retombée amoureuse de la France. Et du coup, direction La Roche-sur-Yon. Est-ce que tu as déjà une idée de la saison 2 vers où ça va ? Parce que là, tu as fait quand même essentiellement en fait, la côte ouest. Oui. Donc, ça serait peut-être intéressant de savoir d'où tu es partie. Et enfin voilà, où je suis passée. Ouais, en gros. J'ai fait du coup Paris, ensuite je suis descendue vers Orléans, vers Angoulême, j'ai continué donc proche d'Ordogne, je suis descendue vers Bordeaux, après j'ai repiqué tout de suite vers Cap-Breton, Osgore, je suis passée un tout petit peu dans les Pyrénées, bon on va pas se leurrer, j'ai fait 500 mètres dans les Pyrénées avec mon J7 et puis j'ai arrêté, j'ai plus eu peur qu'autre chose. Elle était aux commandes quand même, mais il a mis des bâtons dans les roues, c'est ça. C'est exact. Cette phrase est géniale. C'était exactement ça.
Et du coup, je suis passée par Cap-Breton, Osgore, et j'ai remonté toute la côte, donc le Pilat, Bordeaux, enfin il y a eu 8 maisons avant, et j'ai continué par Royan, les Maths, etc. Ok. Jusqu'à La Rochelle, pour le moment. Et je continuerai de remonter la côte ouest, d'une part parce que j'avais trouvé énormément d'initiatives de ce côté-là, de la France. Je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres régions, mais là, elles étaient vraiment concentrées sur beaucoup de régions et beaucoup de départements où je pouvais sillonner rapidement. Enfin, rapidement. Nous sommes dans un J7, Ouais. je roule à 70 km/h. Il y a la notion de temps et de rapport au temps qui a évolué là aussi. Ah oui. Mais c'est un habitat où tu peux pas... tout ne peut pas se faire vite. C'est pas possible. Enfin, mais c'est vraiment... c'est une réalité. Et quand t'en prends conscience, bah, du coup, tu t'adaptes à ce rythme-là. Du coup, tu as des fois des contrastes assez forts quand tu retournes en ville. T'es un peu perdu. Mais t'es obligé de t'adapter à mon habitat. Bah oui. Pas le choix. À ton escargot. À mon escargot. Mais en fait, c'est ça. En fait. C'est une maison. Je la porte. Et en plus, elle roule comme un escargot. Il roule comme un escargot. Oui, il. Parce qu'elle, non. Elle est partie, elle. Elle est partie. Elle fonce. Elle est devant, elle. Mais c'est vrai que ouais, c'est exactement. Et donc, le volume 2, la saison 2, on l'appelle comme on veut. Est-ce que tu sais à peu près vers où la direction que tu vas prendre ou pas ? Alors, la saison 2, j'ai une vraie volonté d'aller dans la partie nord de la France, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du textile, au niveau du revêtement. Il y a beaucoup d'initiatives, encore une fois, sur toute la côte normande, donc ça peut être très intéressant. Il y aura aussi... j'ai quand même cette envie aussi, tu sais, de potentiellement reconnecter aussi les personnes par rapport à des villes, c'est-à-dire, tu vois, on me demande des fois, est-ce que tu passes au Mans, est-ce que on peut se rencontrer Une belle surprise, le Mans. J'y étais il y a 15 jours. Tu vois, je vais y passer. Carrément, quoi, je trouve. Je vais y passer d'ici fin octobre. Et c'est vrai que pour le coup... des librairies. Parce qu'elle a bien les livres aussi, faut pas le dire. Ça charge un peu ma Anna. C'est une librairie top. Bon, voilà. Je dis ça, j'aime bien. Je vais le rajouter à ma maps. J'aime bien. Je te donnerai l'adresse. Et c'est vrai que je pense que voilà, ça sera peut-être le Nord. Encore une fois, je pense que je me projette pas peut-être sur l'année 2, volume 2, parce que j'ai pas fini. Oui. Ce qui est logique et qui s'entend. Profitons de l'instant présent. Alors ça, c'est une amie qui m'a appris ce terme, et en tout cas conscientiser son moment. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire, et je savais pas quelle était cette approche. Et en fait, c'est tout simplement quand t'es content, t'es content. Quand tu vis ton moment et que t'es bien, vraiment le réaliser que t'es bien et que les gens qui t'entourent le partagent avec toi. En fait, j'adore ça. Ouais. Ça va être le mot de la fin, parce que moi j'ai bien conscientisé mon moment. Gaëlle, du coup, elle voyage avec moi. Je suis désolée pour ses enfants et son conjoint d'idée de partir sur les routes avec moi. Ouais, c'est ça. Je pourrais venir squatter Mahana aussi. Tu peux tout à fait. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Gaëlle, pour cette interview. Si on veut te retrouver, on te retrouve essentiellement sur Instagram, je crois. Oui, tout à fait. Aujourd'hui. Sur Mahana Initiative. Mais avant de trouver d'autres moyens d'expression. D'autres formats, d'autres moyens. Ouais, c'est vrai. Donc, répète-le. C'est Mahana Initiative. Ok. Et sachant que je partagerai, bien sûr, sur le profil du podcast, tous les renseignements, ton Instagram, etc. Pour suivre mes petites aventures. Ouais, carrément. Et puis j'aime aussi beaucoup ça. Donc si vous pouvez le faire, vous pouvez directement me contacter. Mais parlez-moi d'habitat. Ouais. Votre Parlez-nous d'habitat. On est d'accord. On pourrait faire une chanson. Voilà. Allez, on recommence tout. Non, mais parlez toutes les initiatives, tout ce qui peut changer, ou pas d'ailleurs, mais votre façon de vivre, c'est ça. Votre art de vivre à vous, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, dans la conception, dans plein de choses. C'est ça, c'est formateur. Nous, ça nous permet encore une fois, de toujours réfléchir à la manière d'habiter. Et la meilleure manière, c'est ceux qui, au fur et à mesure, arrivent à comprendre leur système de vie et leur art de vivre, comme tu le dis si bien. Et du coup, pour toutes les deux, c'est hyper enrichissant. Des petites pépites. Merci beaucoup. Merci à toi, Gaëlle. À très vite. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison Conquête.
je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que Meredith insuffle un vent de liberté. À son écoute, je sens que tout est possible. Il suffit d'une seule chose, oser. Et venez, approchez, j'ai un secret. Il est possible qu'on vous réserve avec Meredith des petites surprises. On vous en dira plus très bientôt. En attendant, pour suivre le périple de Meredith et de son J7VR trop canon, c'est sur son Instagram que ça se passe, @mana-initiative. Et n'oubliez pas, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et mes accompagnements, venez me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou sur mon Instagram @maisonconquête. À très bientôt.